Nous allons parler dans quelques instants, maintenant en fait, on enchaîne pour cette dernière table ronde, de notre propre rapport finalement à cette consommation. On va regarder en face avec peut-être des jumelles dans notre sac, ces émissions dont nous sommes co-responsables à travers nos choix de tous les jours. C'est ça la vision empreinte. Parce qu'on pourrait se demander quels sont vraiment les impacts environnementaux entre les matières premières vierges et les matières premières recyclées. On pourrait se demander s'il ne faut pas agir très en amont pour modifier la logique production de matière, fin de vie, recyclage, gestion du déchet. On va alimenter ensemble ce regard macro avec deux intervenants qui ont accepté de jouer le jeu du regard croisé. Donc ça va être un peu différent de ce que vous avez pu vivre depuis ce matin. Je suis ravie d'accueillir Raphaël Guastavi, qui est directeur adjoint à l'économie circulaire au sein de l'ADEME, et Peter Borquet, responsable de l'économie circulaire au sein de l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique. Bienvenue, messieurs. Je vous propose de les applaudir et de les encourager pour ce dernier échange. On va se mettre là, ça sera plus sympa. On va éviter d'être très éloignés les uns des autres. Même principe, on va bien sûr croiser les regards, vous donner quelques éléments d'apport rapides. Ils s'y sont engagés. Puis ensuite, on prendra du temps pour échanger avec vous. Un petit mot pour vous rappeler que ce dernier atelier a été préparé avec la complicité de deux pilotes. Doris Niclos, qui est chef du bureau de l'évaluation des politiques des risques de l'eau et des déchets au sein du ministère de l'écologie. Et Clara Seligman, trésorière des assises et conseillère aux affaires réglementaires chez Citeo. Donc ça, c'est pour vous dire ce qui s'est passé en coulisses. Et puis quelques mots pour quelques chiffres. Entre 1970 et 2024, l'extraction mondiale de matériaux est passée de 30 milliards de tonnes, donc ça c'était dans les années 70, à votre avis, combien de milliards? Combien? Bon, c'est pas autant, mais quand même, c'est beaucoup, 106,6 milliards de tonnes. Et derrière ce chiffre, quand même vertigineux, je trouve, se cache quoi? Bien nos choix de tous les jours. Alors ça peut être très simpliste quand on le dit comme ça, et pourtant c'est bien de ça dont on parle. Derrière la notion d'empreinte se cachent les notions de sobriété, et même, et j'en parlais avec Doris en préparant, plus difficile à appréhender, la question du renoncement. Qu'est-ce que je fais comme choix? Qu'est-ce que je suis capable de changer? À quoi on renonce pour atténuer cette fameuse empreinte? Biberonner à la croissance, comment on change de modèle? J'entendais ce matin la nécessité d'avoir moins de choix qui se présentent à nous, par exemple, dans les magasins. Eh bien, l'ADEME a précisément réfléchi à cette question en élaborant 4 scénarios pour les puristes, les scénarios de la décarbonation. Raphaël, en tant que directeur adjoint à l'économie circulaire, vous les connaissez très bien, et on va commencer par explorer ces 4 voies d'avenir possibles. On va se projeter demain et en vous demandant quel est celui aussi à la fin qui nous conduit vers l'empreinte la plus faible, celle de la sobriété peut-être. J'ai envie de dire sûrement. Alors du coup, il y avait des slides. Oui, alors vous pouvez soit rester ici, soit aller là-bas, et je vais vous ramener la zapette, même si ça peut se faire aussi en régie. C'est magique. Ah, c'est génial, la technologie. On vient de le voir, quand elle est utile et pas superflue. On est bien d'accord. Donc, on va sortir effectivement du tout connecté, juste pour la connexion de base. Donc pour lancer ce diaporama, alors je ne vais pas commencer par les scénarios, on va faire un tout petit pas de côté, si vous le permettez, au préalable, et une fois n'est pas coutume, en illustrant par une étude qui n'est pas une étude de l'ADEME, mais qui a été commandée par Vinci Autoroute et qui a été publiée l'été dernier. Je trouvais ça intéressant parce qu'on parle beaucoup de sobriété, de changement de comportement et finalement de tout l'écosystème qu'il y a autour de l'économie circulaire, que ce soit les collectivités, les entreprises, les opérateurs déchets. Et c'est intéressant de voir un petit peu aujourd'hui comment les Français se situent par rapport à la question des déchets justement. Et ce sondage qui a été réalisé donc par Vinci Autoroute est assez intéressant, illustre bien qu'on a encore beaucoup de travail. On a encore beaucoup de travail parce que quand j'ai entendu ces chiffres, je dois avouer que j'étais assez choqué de voir qu'un quart des Français, un Français sur 4, alors on n'est pas représentatif dans cette salle, hein, regardez pas votre voisin, un quart des Français jettent leurs déchets par la fenêtre de leur voiture sur la route des vacances. Voilà.
C'est encore une attitude qui semble normale pour un quart des Français. Et ce chiffre, il est même plus élevé chez les moins de 35 ans. Alors qu'on a tendance à penser que oui, les jeunes font attention à la planète. Manifestement pas tous, parce que 40% de ces moins de 35 ans jettent ces déchets par la fenêtre. C'est juste assez terrifiant. En plus de ça, il se justifie en disant que finalement, donc, sur ces mauvais élèves, hein, on peut le dire, 40% d'entre eux finalement considèrent qu'il y a peu de risques et d'impact sur l'environnement. Donc c'est pas grave. Donc je le fais parce que c'est pas grave. Et que en plus ces déchets vont rapidement se décomposer. On peut imaginer qu'ils ne jettent pas tous des trognons de pommes et qu'une grande partie de ces déchets vont être, par exemple, des emballages plastiques. Donc c'est quand même assez fou. Et en plus de ça, il y a aussi ceux qui disent de toute façon c'est pas grave car personne ne s'en rendra compte. Donc voilà, pas vu, pas pris. D'autres éléments de baromètre, notamment un baromètre avec Greenflex sur la consommation responsable, donnent d'autres éléments là un peu plus réjouissants, avec l'idée notamment que 55% des Français commencent à limiter ses achats de produits neufs. Donc ça c'est plutôt intéressant et ça va dans le sens de ce qu'on disait ce matin. Évidemment, le principal levier, c'est le levier économique, parce que pour 60%, c'est justement des raisons économiques qui les poussent à aller vers donc plutôt de l'occasion, et 40% pour des raisons écologiques. En tout cas, il y a une progression qui est notable sur cette approche justement écologique du geste de l'achat de seconde main. C'est des consommateurs qui déclarent déjà faire, pour 2 tiers d'entre eux, des arbitrages en matière de lieux d'achat. Donc elle est plutôt sur des lieux d'achat où on va trouver des magasins plus écologiques, entre guillemets, c'est-à-dire qui vont proposer une offre plus responsable. D'autre part, le sujet de la sobriété, ça a été évoqué notamment ce matin par Madame Rioton. C'est un sujet très fort et on va y revenir. Et donc là, on a aussi 2 tiers des Français qui considèrent qu'il faut produire moins. Et 3 quarts des Français, 73%, considèrent qu'il faut consommer moins. Donc ça, c'est très encourageant, même si, quelque part, les chiffres montrent que ce n'est pas si évident, qu'on a encore du chemin. On a encore du chemin parce que, pour finir sur cette perception des Français, on a réalisé un baromètre spécifique à la sobriété et au mode de vie. Et là, c'est encore plus encourageant, génial, on se dit que finalement c'est gagné. 83% des Français estiment que nous avons tendance à accorder trop d'importance à la consommation matérielle. 83% des Français donc, vont dans ce sens de « on consomme trop ». Et que même 77% admettent que notre manière de consommer est nuisible pour l'environnement. Et on a envie de leur donner raison à ces 77%. C'est pas les mêmes que ceux qui étaient interrogés pour les choses jetées par la fenêtre. Les mêmes, ou alors justement c'est les mêmes. Et c'est peut-être ça le problème, parce que dans ce même baromètre, seuls 28% tendent à se sentir personnellement concernés par ces pratiques de consommation excessive. Donc on est dans le paradoxe, évidemment, du c'est mal, mais c'est pas moi, c'est l'autre. Donc là, les chiffres montrent qu'il y a une certaine schizophrénie et que finalement, quand on voit que 82% des répondants, donc qui vous disent qu'il y a une surconsommation, qui disent avoir un mode de vie sobre, on se demande finalement qui consomme trop là-dedans. Donc voilà, je pense que c'était important quand même de revenir un petit peu à cette base. Il y a une petite question quand même, puisqu'elle est directement reliée à notre début d'échange. Sont-ils majoritairement des mégots ? Les déchets jetés par la fenêtre en voiture. Alors, je n'ai pas la caractérisation. Alors, peut-être que dans le détail de l'étude, il y a des éléments. Je ne pense pas que ce soit majoritairement des mégots. Surtout sur là, parce que ça concernait notamment la route des vacances. Oui. Donc, on va avoir certainement la consommation dans la voiture. Typiquement, une bouteille d'eau, un emballage de sandwich, un emballage de paquet de gâteaux, par exemple, aura certainement une grande facilité à s'envoler par la fenêtre. En plus des mégots, qui effectivement est un peu une pollution presque quotidienne. Merci. Alors, effectivement, nous avons souhaité, au niveau de l'ADEME, travailler sur des scénarios prospectifs en visant la neutralité carbone pour 2050. C'est un travail qui est en cours de révision.
Toujours est-il que nous avons fait ce gros travail et nous avons notamment fait un focus sur le sujet empreinte carbone et empreinte matière. Tout simplement parce que le sujet est intimement lié. Sans spoiler le reste de la présentation, c'est important de se dire que les deux sont liés et qu'un effort sur l'empreinte carbone, l'empreinte matière, pardon, aura des enjeux très forts sur l'empreinte carbone. Donc 4 grands scénarios qui ont été explorés et qui intègrent de façon plus ou moins importante ce sujet de la sobriété et de l'efficacité. Le premier scénario est autour justement d'un scénario très sobre, voire même avec de la sobriété contrainte. Contrainte par la réglementation, contrainte par des taxes aux frontières, contrainte vraiment pour être le maximum sobre en matière de production et de consommation. Le deuxième scénario est toujours dans la sobriété, mais avec une approche plus de coopération au niveau local, entre tous les acteurs des territoires, et donc quelque part sortir d'une consommation purement et une production purement mondialisée, mais aller sur quelque chose de plus proche et donc de proximité territoriale. Le troisième scénario, c'est un petit peu ce qu'on vit aujourd'hui, c'est un petit peu notre scénario tendanciel, c'est-à-dire développer un peu tout azimut à la fois de la technologie plus verte et également travailler au maximum sur les comportements, mais avec les limites que ça peut avoir. Et puis le quatrième scénario, c'est un scénario purement technophile, où on pousse à fond les curseurs technologiques, voire on fait des paris, par exemple de captage de CO2, ce genre de technologies qui ne sont pas aujourd'hui matures. Un point commun sur l'ensemble de ces 4 voies, c'est qu'elles permettent donc toutes d'atteindre une forme de neutralité carbone pour 2050, qu'elles posent des paris humains donc en termes de comportement, mais également technologiques. Sur ces 4 scénarios 2050, c'est demain, donc il faut agir vite, et donc plus vite que ce qu'on peut faire aujourd'hui, et avec des résultats. La réduction de la demande d'énergie et de ressources sont des facteurs clés, là aussi, dans les 4 scénarios pour atteindre cette neutralité carbone. On va devoir aussi s'adapter à des mutations fortes d'un point de vue industriel, et donc le besoin de décarboner, notamment la production, est très importante. La pression sur les ressources naturelles, par contre, est différente d'un scénario à l'autre. C'est justement le fond de la présentation. Et d'un point de vue énergétique, on table qu'une augmentation des énergies renouvelables sera nécessaire et importante. Donc les résultats finalement de ce travail, qui est un document de 40 pages que vous pouvez télécharger sur notre site, c'est que par rapport à un scénario tendanciel, à 2050, on serait à 19,5 tonnes par habitant de consommation de ressources sous forme d'empreinte matière. 19,5 tonnes par habitant, c'est quelque chose donc, sur un scénario tendanciel qui pourrait être réduit à 14 tonnes et quelques avec un scénario poussant à fond la sobriété, jusqu'à presque 19 dans un scénario très technophile. Alors dans tous les cas, on aurait une baisse de cette empreinte matière, notamment liée à une baisse de la consommation de ressources énergétiques, donc fossiles, notamment pétrole, liée justement à ce que je disais, augmentation des énergies renouvelables, mais par contre une intensité matérielle qui est quand même assez différente. Et dans tous les cas, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on est sur des chiffres qui, même avec les plus gros efforts et une réglementation contrainte, ne permettraient pas d'atteindre un objectif inférieur à 10 tonnes par habitant. Ces 10 tonnes par habitant, la bibliographie dit qu'en gros, c'est la moyenne dans laquelle on pourrait situer quelque chose de compatible avec un objectif à 2 degrés. Donc, de toute façon, on est au-dessus, et oui. C'est un peu, voilà, c'est un peu fataliste. C'est un peu le côté négatif. Je suis désolé, ça va plomber la fin de journée, mais en tout cas, c'est l'idée que on est avec déjà des contraintes tellement fortes par rapport à notre finalement niveau de vie qu'on aura du mal à atteindre quelque chose qui soit compatible avec un réchauffement climatique limité. Donc même en élaborant tous les scénarios possibles, on ne peut pas y arriver, en fait, c'est ça que ça veut dire. C'est un peu ça que ça veut dire. Donc, ça nécessite d'aller encore plus loin que les différents éléments là, qu'on a essayé d'illustrer. Donc là, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail du graphique, mais ça montre sur la barre jaune, notamment tout ce qui est consommation de minerais non métalliques. Donc on voit que tout ce qui est minerais non métalliques
et ça représente une grosse pression en termes d'utilisation. Les minerais métalliques aussi, c'est la barre grise, et en vert, c'est la biomasse. Les matières fossiles en orange, donc comme je le disais, les matières fossiles, on irait de toute façon sur une baisse de leur consommation. Une augmentation de la biomasse, de la consommation de biomasse, notamment pour le scénario 4, donc le plus à droite, le plus consommateur de ressources. Et d'un point de vue métallique, on en consommerait moins dans un scénario de sobriété contrainte, avec une augmentation effectivement liée aussi à la transition écologique et énergétique, car pour faire des énergies renouvelables, on a aussi besoin de métaux. Dans tous les cas, notre obligation, on va dire, pour limiter notre impact carbone, c'est d'aller sur une sobriété des modes de vie et de consommation, donc diminution des émissions de gaz à effet de serre, directe et indirecte, parce qu'effectivement, il y a toute par la sobriété matérielle, c'est aussi une diminution de carbone importé qu'on pourrait avoir. Ça a été également évoqué plusieurs fois. Aujourd'hui, la production de biens manufacturiers est beaucoup importée. Oui, ça a été inscrit, on n'a pas eu le temps de revenir dessus tout à l'heure dans les questions. Et donc, effectivement, c'est nécessaire de diminuer cette importation de biens manufacturés venant de pays très consommateurs de ressources et d'énergie, et privilégier finalement une offre et demande locale, le plus localisée, et donc revenir sur plus de production en France, donc moins carbonée, et limiter ses apports extérieurs. Et puis enfin, et ça je pense qu'on va en revenir aussi, c'est l'incorporation de matières premières issues du recyclage. Ça a été largement évoqué, notamment sur la séquence avec les filières REP, qui permettra aussi de diminuer l'impact à la fois matière et carbone de cette production. Donc voilà, ça c'était les 4 grands scénarios. Alors, je ne sais pas si on passe directement... On peut, l'idée à retenir, c'est que finalement, c'est le scénario 1 qui serait le plus efficace. La frugalité, la sobriété. C'est effectivement le scénario qui implique le plus de changements, au niveau des comportements, le plus de changements au niveau de l'offre également, avec une offre moins matérielle, aller sur des changements de modèle économique qui permettraient de moins mettre en avant le modèle de volume, finalement, vente en volume. C'est finalement l'écueil de l'économie linéaire, c'est bien ça, c'est de proposer beaucoup de biens à des prix relativement bas, voire parfois même, on peut se dire, trop bas pour effectivement être durable, et donc de noyer le marché avec des objets en quantité, avec une faible durée de vie ou avec une haute durée de vie, mais une très grande fréquence de renouvellement. Donc c'est les enjeux qu'on a évoqués largement, l'allongement de la durée de vie des produits, la réparabilité, la durabilité, l'éco-conception. Donc ces modèles qui permettent d'augmenter la performance environnementale des produits, mais c'est également des modèles qui visent à plutôt aller sur du serviciel, l'économie de la fonctionnalité et de coopération, la coopération territoriale, changer, voilà, c'est changer à la fois le mode de production et de consommation. On continue avec quelques éléments avant de retrouver de l'enthousiasme avec Peter. Enfin, j'espère. Alors, je vais essayer de vous en redonner un tout petit peu quand même de l'enthousiasme. Bon. Je vais essayer. En France, on a quand même encore un peu d'industrie. Et l'idée, c'était aussi de faire un focus sur les 9 grandes industries lourdes et énergo-intensives, c'est-à-dire qui consomment beaucoup d'énergie dans la production. Et de regarder finalement quels étaient les leviers pour décarboner cette industrie française, et donc être compétitif aussi par rapport aux autres industries en dehors de la France ou de l'Europe. Donc c'est un travail qui est en cours avec mes collègues du service industrie, et ce qui est intéressant par rapport à notre sujet, a un point commun, c'est que les potentiels de décarbonation sont bien sûr sur l'électrification, Erwan le disait tout à l'heure, notamment des procédés, mais aussi et parfois surtout
sur des leviers d'économie circulaire. Et notamment, si on parle du potentiel de diminution de l'impact dans l'industrie sidérurgique, c'est l'incorporation de métaux ferreux issus du recyclage, donc de ferraille. Une tonne de métaux ferreux recyclés et incorporés, c'est 1,6 tonnes de CO2 évité. Donc vraiment, c'est complètement gagnant. De la même façon, et ça a été cité par la ministre ce matin, une tonne d'aluminium recyclé incorporé, c'est 6,4 tonnes de CO2 évité. Donc c'est vraiment essentiel. De la même façon, l'incorporation de matières recyclées plastiques, c'est des tonnes de CO2 évité. Là, si on regarde juste sur une année 2023, donc ça c'est un chiffre du syndicat des régénérateurs, c'est 1,4 million de tonnes de CO2 évitées par l'incorporation de matières plastiques recyclées. Donc c'est essentiel de travailler sur ce sujet. Par contre, et ça c'est voilà, si on revient sur le scénario un peu pessimiste, ce n'est pas suffisant pour arriver effectivement à une neutralité carbone. Alors c'est pas le pansement sur la jambe de bois, mais en tout cas ça permet de limiter nos émissions de carbone, mais ce n'est pas suffisant. Dans tous les scénarios, pour vraiment diminuer cet impact de l'industrie, il faut d'abord travailler sur le sujet de la sobriété, de l'éco-conception, limiter les exportations aussi de déchets recyclables. On a différentes études, par exemple sur les métaux, qui montrent qu'on sait collecter les déchets métalliques. Par contre, et là aussi ça a été évoqué, on en exporte une très grande partie parce qu'on n'a pas aujourd'hui, on n'a plus aujourd'hui l'industrie qui permet d'aller jusqu'à redonner une vraie qualité à ces matériaux issus du recyclage. Donc l'enjeu de l'incorporation de matières recyclées est essentiel parce qu'effectivement c'est bien de collecter pour recycler, encore faut-il que ces matières se retrouvent dans les produits. Alors, on a un bilan national annuel, qui est le bilan national du recyclage, qui a été publié en début d'année. Quelques grands chiffres à retenir. 66 millions de tonnes de déchets collectés pour recyclage, dont l'incorporation aura permis d'économiser 34 TWh d'énergie, donc de ressources notamment fossiles, et 17 millions de tonnes de CO2 évitées. Donc voilà, un rôle du recyclage qui est important, par contre, qui n'est pas le seul levier. Et pour finir, ça va dans ce sens, les différents leviers de l'économie circulaire permettent tous de diminuer finalement cette empreinte carbone, à la fois l'empreinte matière et l'empreinte carbone. Donc diminuer cette consommation de ressources passe par les différents leviers de l'économie circulaire, l'allongement de la durée de vie des produits, donc on a sorti des études aussi pour le quantifier, l'économie de la fonctionnalité, j'en ai parlé, la substitution aussi de matières, donc ça c'est en lien avec l'éco-conception, par exemple avec des matières plus biosourcées et moins dépendantes des matières fossiles. C'est continuer à travailler sur les plans de prévention au niveau des collectivités locales, peut-être même les faire évoluer vers des plans de sobriété, ça pourrait être un beau sujet, ou encore produire de l'énergie à partir de déchets. Et juste pour finir, malheureusement, aujourd'hui, si on sait à peu près mesurer les impacts évités par le recyclage sur les émissions de gaz à effet de serre, ou par la production d'énergie avec les usines d'incinération ou de valorisation des combustibles solides de récupération, on ne sait pas le faire correctement aujourd'hui sur tout ce qui relève des autres leviers, donc notamment l'économie de la fonctionnalité, l'éco-conception. C'est très contributeur, je pense, à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais malheureusement, aujourd'hui, on ne sait pas vraiment le mesurer, mais c'est pas pour ça qu'ils ne sont pas là. Eh bien, merci Raphaël de nous avoir bien plongé dans le bain de la réflexion. Une petite question qui va nous permettre d'ouvrir déjà un premier échange avant de donner la parole à Peter. Le scénario frugal est-il compatible avec le maintien de la démocratie ? Oui, bien sûr. 3 points de suspension. Ça a été évoqué plusieurs fois ce matin. Jusqu'où on peut contraindre ? On peut contraindre le citoyen, le consommateur, le producteur,
À partir de quand on va dire que c'est plus une société démocratique, mais une société plutôt de dictature ou extrême, où effectivement on n'a plus de liberté. Donc c'est toujours la question, la liberté, jusqu'à où elle s'arrête, quand est-ce qu'elle commence. Donc à partir du moment où on sera dans le mur, peut-être qu'on est déjà certainement en train de foncer dedans. Est-ce qu'on est capable de dire on arrête, mais de façon un peu autoritaire, pour justement être dans une société qui restera vivable pour tous? Il y a aussi des questions de transition, autour de la transition juste. La transition, elle doit être écologique, elle doit être énergétique, mais elle doit être aussi juste. C'est-à-dire que toutes ces conséquences, il faut qu'elles soient acceptables par toute la population. Quand on dit qu'il faut isoler un bâtiment, il faut que tout le monde puisse le faire. Quand on dit qu'il faut consommer moins mais mieux, il faut que tout le monde puisse le faire. Donc comment on peut arriver à ça? À partir de quand aussi on met en place des systèmes de redistribution économique pour pouvoir donner cet accès, cette qualité à tous? À partir de quand la fiscalité peut s'intégrer là-dedans? Est-ce qu'on ira jusqu'à une fiscalité de type TVA circulaire pour justement privilégier des produits? Avec quel effet aussi? On en parlait un petit peu avec Peter. Avec quel effet? Est-ce que ce sera suffisant pour donner accès à tous? Est-ce qu'il faut développer des principes de chèque vert pour pouvoir acheter des produits écolabellisés, par exemple? Donc voilà, c'est des questions qui sont des questions de société et qui sont des questions politiques. Bonne chance au gouvernement. C'est dommage que Madame la ministre soit repartie. Pourquoi ne s'intéresser qu'à l'impact du carbone alors que les gaz artificiels, aérosols, climatiseurs et réfrigérateurs ont un impact plus important en termes de gaz à effet de serre? On s'y intéresse bien entendu. En fait, quand on parle de carbone, on parle d'équivalent carbone. Parce que tous les gaz ont un pouvoir pas calorifique, réchauffant, alors le terme exact va me revenir, différent. Par exemple, le méthane, c'est 10 fois plus puissant en termes de gaz à effet de serre que le carbone, mais ça a une durée de vie plus courte. Donc en fait, on fait des calculs pour tout ramener à l'équivalent du pouvoir le terme m'échappe. Est-ce qu'on peut aider Raphaël? Ah oui, merci, s'il vous plaît. Oui, c'est ça, le pouvoir de réchauffement global. Réchauffement global. Ouais. J'ai appris récemment que la concentration de vapeur d'eau jouait aussi dans l'effet de serre. Oui, la vapeur d'eau joue, le protoxyde d'azote. Enfin, il y a en fait tous les gaz dans l'atmosphère ont un pouvoir de réchauffement global, donc un PRG, qui est plus ou moins puissant, dont notamment les gaz artificiels. Merci beaucoup. Y a-t-il une question dans la salle? Et si oui, n'hésitez pas à le faire savoir, qu'on vous donne le micro pour la partager, parce que c'est tout l'intérêt de ce moment que nous vivons. Je ne sais pas si déjà vous avez une question. Je vois une main levée là-haut et je vois un micro, ça tombe bien. Oui. Guylain Chassario, Veolia. Alors, en fait, je suis le modérateur, j'ai posé une question, mais vous n'avez pas voulu la prendre, donc je vais vous la poser à l'oral. C'était précisément pour vous tendre la perche. Voilà, la question était, quel serait le scénario le plus favorable en termes de pouvoir d'achat pour les Français? Ah oui. Et quel serait le scénario le plus favorable en termes pour l'industrie française ou la réindustrialisation française? Pas forcément que celle du recyclage d'ailleurs. Ouais. Alors c'est une très bonne question. Enfin, les deux sont deux très bonnes questions. Par rapport au pouvoir d'achat, bon, je pense avoir un tout petit peu répondu. Après, il y a la question aussi du coût complet finalement. Est-ce que c'est plus valable d'acheter un t-shirt à 2 € tous les 3 mois parce qu'il ne sera pas durable, ou est-ce que ça vaut plus le coup d'en acheter à 20 parce qu'il va durer 3 ans et pas 3 mois? Voilà. Mais comment je fais pour avoir suffisamment d'argent pour faire cet investissement de départ, hein? Si on parle d'un point de vue industriel, c'est la question CAPEX-OPEX quasiment. Donc c'est ramener au ménage, c'est avoir la capacité effectivement d'investissement au départ dans des produits de meilleure qualité, malheureusement souvent plus chers, c'est vrai, que de racheter régulièrement et finalement avoir un coût complet sur un certain nombre d'années plus élevé malgré tout. Donc le pouvoir d'achat, c'est pas évident.
Concernant le Je lis scénario les le plus autres questions. favorable à l'industrie. Et à Ouais. l'industrie, j'ai envie de dire que, évidemment, ces scénarios visant la performance environnementale sont les meilleurs pour l'industrie française ou l'industrie tout court. C'est-à-dire que produire des équipements qui auront une meilleure performance environnementale sont souvent des produits mieux réfléchis, plus durables, avec derrière une capacité à avoir plus peut-être de marge sur ces produits et surtout avoir, d'un point de vue compétitivité, quelque chose de plus efficace. C'est ce qu'on a essayé de démontrer avec différentes études économiques sur l'éco-conception. Et dans la majorité des cas, c'est des entreprises donc, qui font de l'éco-conception, qui vont avoir plus de compétitivité, avoir plus d'innovation et finalement avoir plus de parts de marché. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et puis si en plus on y intègre des mécanismes de taxe carbone, par exemple, c'est eux qui seront là aussi plus compétitifs. Merci beaucoup. On va prendre une dernière question avant de passer la main à Peter. Une carte bancaire verte est en test à Angers, à l'initiative de l'ADEME. Pouvez-vous nous en parler? Est-ce que c'est lié aux travaux sur les 4 scénarios? Alors, ce n'est pas directement lié aux travaux sur les 4 scénarios. Par contre, effectivement, c'est une expérimentation qui pourra alimenter un peu ces réflexions de prospective. Cette expérimentation donc, qui est à Angers, alors pourquoi c'est à Angers? La direction est à Angers, il y a peut-être un lien. Possible. C'est possible. C'est sur 200 ménages et l'idée c'est qu'on puisse équiper ces 200 ménages d'une carte qui leur permettra de faire des achats avec une forme de réduction sur des produits dans des enseignes plus responsables, donc des enseignes où on va vendre plutôt des produits alimentaires issus de l'agriculture biologique ou des produits écolabellisés, ce genre de choses. Donc c'est de donner un coup de pouce. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, un coup de pouce au foyer pour pouvoir accéder à une offre plus responsable d'un point de vue environnemental. Une consommation différente. Avec un petit commentaire, c'est surtout le cycle de la mode qui est de 3 mois et pas de 3 ans. Je ne pense pas que ce soit un problème de finance. Voilà, merci pour ce commentaire. Il y a encore une question, on la prend. Désolée, ça va? Oui, c'était plus. Bonjour, Héloïse Even du pôle déchets économie circulaire comme Gérard au fond de la salle à la région des Pays de la Loire. C'était plus une réflexion par rapport à la question de la démocratie. Il y a un sociologue, Stéphane Labranche, qui parle de transition de civilisation ou de transition de société plutôt que de transition écologique. Est-ce que ça ne nous permettrait pas, les scénarios m'évoquent ça, de mieux embarquer tout un chacun? Peut-être que maintenant on en a marre de nous parler de transition écologique. Et est-ce que justement ça ne nous impliquerait pas aussi, tous et toutes, un peu plus dans une transition de société? On n'a pas parlé beaucoup de la question du facteur humain. Il est en filigrane dans tout un peu les interventions depuis ce matin. Et je pense que c'est un peu quand même le cœur du problème. Donc voilà, j'aimerais bien éventuellement que vos intervenants réagissent là-dessus. Mais sinon, c'était une réflexion que je voulais poser. Merci. Merci beaucoup. Il va falloir en parler au gouvernement pour changer le nom du ministère, déjà. Oui. À un moment donné, il y avait un peu du social dans un nom d'un ministère. Je crois que c'était avec Nicolas Hulot. Effectivement, c'est un gros sujet, les questions de sociologie. Donc, on s'y intéresse très fortement avec justement des projets de travaux avec tout ce qui est SHS, les sciences humaines et sociales, avec des chercheurs pour justement aller sur ce champ de la sociologie qui est effectivement indissociable du changement de comportement et de tous les changements qu'on souhaite intégrer. Donc je suis totalement en phase avec ça. Merci beaucoup. Je vous propose de refermer cette courte pause avant d'ouvrir la suivante tout à l'heure pour écouter Peter Borky, puisque l'OCDE a travaillé sur ces sujets. Et on va peut-être d'abord dire un mot pour rappeler quel est le rôle de cette organisation qu'on connaît sans la connaître, peut-être pour avoir appris à l'école ce qu'était l'OCDE, et puis ensuite derrière pour entendre des choses. Quelques mots pour parler un peu de ce que vous faites, Peter. Bien sûr, et bonjour à tout le monde. Je suis vraiment ravi d'être ici aujourd'hui. Il faut que je rapproche un petit peu le micro. C'est mieux. Voilà, je suis vraiment ravi d'être ici aujourd'hui. Donc l'OCDE est une organisation intergouvernementale avec 38 pays membres
parmi les pays les plus avancés économiquement dans le monde, avec des valeurs communes comme le libre-échange, des principes démocratiques, etc. Et je dirais que l'OCDE est ce que les anglo-saxons appellent un think tank, c'est-à-dire un lieu où on réfléchit aux politiques publiques en général. Et donc moi, je travaille dans la branche environnement, où on réfléchit aux politiques publiques de l'environnement. Et moi, personnellement, je travaille sur l'économie circulaire. Donc, on fait des travaux de prospective, on fait des travaux d'analyse empirique, et on essaye de dégager les bonnes pratiques pour le bénéfice de tous nos pays membres, et au-delà d'ailleurs, parce qu'on travaille aussi de façon étroite avec les pays émergents dans ce monde. Eh bien, merci beaucoup d'avoir fait les présentations un peu plus précisément. Vous allez nous présenter quels sont les travaux qui ont été réalisés pour bien comprendre l'impact environnemental de notre consommation, mais à l'échelle mondiale, grâce aux émissions calculs sur les émissions de gaz à effet de serre ou encore la pollution de l'air, je crois. Je vous laisse nous présenter tout ça et puis ensuite on échange ensemble. Est-ce que vous avez besoin de la zapette? Est-ce que vous souhaitez être au pupitre? Parce que tout est possible. J'ai la zapette. Non, je vais rester ici. Alors, on reste comme ça. Et de toute façon, je vais commencer par vous résumer un certain nombre de travaux un petit peu à l'oral. Et après, je vais passer à des slides. Et vous allez voir que... Et d'ailleurs, pour les slides, il faut que je vous demande d'excuser le fait qu'il y en a en majorité qui seront en anglais en grande partie. Donc, je n'ai pas eu le temps de les traduire, malheureusement. Ce que je voulais dire, c'est que, voilà, donc, moi, je vais venir un petit peu appuyer quasiment la totalité des choses qui ont été présentées par Raphaël, mais d'un point de vue mondial, parce qu'à l'OCDE, on fait des études globales, mondiales. Et pour commencer, je voulais vous parler un petit peu d'un certain nombre de travaux qu'on a menés en 2019 sur la consommation de matière dans le monde. Et alors, ce qui est intéressant, alors c'est des travaux où on a établi un petit peu l'état actuel et après fait des projections avec un certain nombre d'hypothèses pour voir comment ces consommations de matière allaient se développer à l'horizon 2060. Et donc ce qu'on voit, c'est que non seulement la consommation de matière a très fortement augmenté depuis les années 50, on a une multiplication avec un facteur 7 de la consommation de matière au niveau mondial. Mais en plus de ça, avec l'évolution démographique, économique, elle va également doubler à l'horizon 2060. Donc elle a déjà été multipliée par 7. Elle va être multipliée par 2 d'ici un peu moins de 40 ans, 35 ans maintenant. Donc c'est très inquiétant parce que avec cette consommation de matière, on a des impacts environnementaux qui sont quasiment proportionnels en fait à la quantité de matières premières consommées dans nos économies. Et ça concerne vraiment toutes les catégories d'impact environnemental. Donc que l'on parle d'acidification, d'écotoxicité terrestre ou aquatique, eutrophication, toutes ces catégories d'impact augmentent quasiment proportionnellement, donc vont augmenter d'un facteur 2. Pour les gaz à effet de serre, également, on prévoit un doublement des gaz à effet de serre qui sont émis dans la production et le raffinage de matières premières. Et elles vont représenter 50 gigatonnes à l'horizon 2060. Et juste parce que ces chiffres, il est toujours difficile un petit peu de les comprendre comme ça en absolu, mais 12% de nos émissions de gaz à effet de serre seront liées à la production de béton, juste le béton. 10% liés à la production de métaux, des 7 métaux principaux qu'on utilise fréquemment.
Donc, ça n'est clairement pas soutenable. Comme disait Raphaël, on voit droit dans le mur sur les trends, les tendances actuelles. Et c'est dans ce contexte que les politiques d'économie circulaire constituent une des réponses, en fait. Et donc, c'est là que je crois que je passe à mon premier slide. Et ces politiques... l'économie... Mais qu'est-ce que c'est l'économie circulaire? L'économie circulaire, telle que nous, on l'a définie un petit peu, il y a beaucoup de définitions différentes qui circulent. Mais nous, pour le rendre un petit peu clair, on différencie 3 éléments de l'économie circulaire. Donc, il s'agit de fermer les boucles de matière à travers le recyclage. Ça, c'est ce que tout le monde comprend de l'économie circulaire. Mais au-delà de ça, on essaie aussi d'agir en amont, de ralentir le flux de matière à travers l'économie, d'augmenter la durée de vie des produits et des matières notamment, et puis de faire plus avec moins. Donc ça, c'est l'usage efficace des ressources. Et donc, quand on regarde le recyclage, ce qu'on a fait dans notre étude, on voit bien que, et ce que vous voyez sur la slide, c'est l'impact, enfin l'empreinte environnementale de 2 métaux, le cuivre et le nickel. Et en haut, on voit l'empreinte environnementale de la matière première, et en bas, on voit l'empreinte environnementale de la matière secondaire recyclée. Et on voit bien qu'il y a une énorme différence en termes d'empreinte. C'est souvent un facteur entre 3 et 10, en fait. Donc on peut réduire l'impact de nos consommations de matière en substituant les matières premières par des matières secondaires. Et donc c'est une piste qui est extrêmement importante. Malheureusement, les quantités de matières secondaires qu'on va pouvoir utiliser dépendent des flux de déchets. Et ceux-là, on les contrôle assez mal et surtout, ils ne sont pas du tout extensibles. Et donc, on va être assez vite limité dans la capacité à substituer des matières premières. Et c'est pour cette raison que le recyclage, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Et il faut aller au-delà et aussi taper dans les 2 autres mécanismes, je dirais, de l'économie circulaire. Et pour illustrer ça, je vais utiliser l'exemple des plastiques, parce que je viens en fait hier de publier un rapport qui regarde, et c'est un rapport qu'on a produit en partie pour aider les négociateurs qui négocient un traité mondial sur les pollutions plastiques dans la formulation de leur position, et qui regarde des scénarios alternatifs de politique à 2040 et qui réfléchit et qui essaye de voir comment, avec différents scénarios, on arrive à éliminer les pollutions plastiques à 2040 ou pas. Pour formuler ces scénarios et ces packages de politique qu'on utilise dans les différents scénarios, on mobilise 3 leviers de l'action publique. Premièrement, des politiques pour réduire la demande de plastique. Donc, ça peut, dans notre modèle, on utilise des taxes sur les plastiques primaires, plastiques vierges. Des actions pour améliorer la conception des produits vers une conception circulaire, avec des critères sur la conception écologique, des normes produits, sur la réutilisation, la durabilité, la réparabilité, etc. Un 3e volet qui est là sur le recyclage, avec
tout un tas de politiques dont on a beaucoup entendu parler tout au long de la journée déjà. Et puis finalement, ce qui est important pour les pollutions plastiques, c'est une bonne gestion des plastiques en fin de vie à travers une collecte qui est efficace, mais aussi une gestion des déchets abandonnés, etc., pour minimiser en fait les quantités de plastique qui vont se retrouver dans l'environnement. Voilà. Et du coup, je veux juste parler de deux scénarios, parce que le temps ici, malheureusement, il est limité, mais deux scénarios qui sont bien contrastés. C'est-à-dire, ce qu'on a comparé, c'est un scénario sur votre droite, très ambitieux, sur toutes les phases du cycle de vie des plastiques, c'est-à-dire aussi bien avec une ambition très très forte sur la réduction de la production et de la demande, ainsi qu'en aval sur le recyclage et la gestion des déchets. Et puis un deuxième scénario où on fait que du bout de chaîne en fait, on fait que de la gestion de déchets et du recyclage, et on n'a pas de politique ambitieuse sur l'amont. Et alors, ce qui en ressort, c'est très intéressant, parce que non seulement avec une politique qui se focalise uniquement sur le bout de chaîne et la gestion des déchets, on n'arrive pas à éliminer les rejets dans l'environnement de plastique, ce que vous voyez là sur la droite. C'est-à-dire le scénario vert, c'est celui sur tout le cycle de vie. Vous voyez une toute petite barre sur le leakage, donc les plastiques qui sont rejetés dans l'environnement, alors que le scénario gestion de déchets et recyclage, lui, a encore une quantité assez importante de plastique qui se retrouve dans l'environnement. La raison pour ça, c'est que la croissance de l'utilisation des plastiques dans l'économie actuelle est tellement forte qu'il y a beaucoup de pays, surtout ceux qui sont en forte croissance économique, qui ne sont pas capables de développer leurs infrastructures de gestion de déchets au même rythme. Et c'est pour cette raison qu'on voit ce décalage. L'autre message important, c'est que non seulement il est plus efficace de travailler aussi bien sur l'amont que sur l'aval, mais c'est aussi finalement moins cher, c'est-à-dire moins coûteux pour l'économie. C'est-à-dire que lorsqu'on agit sur la totalité du cycle de vie, on a des coûts macroéconomiques pour l'économie qui sont 30% inférieurs à ce qu'ils sont lorsqu'on ne fait rien pour aussi diminuer un petit peu la production et la demande de plastique. Voilà, donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je pense que ça va en appui des points que tu faisais, Raphaël, sur le besoin de sobriété, de nouveaux modèles économiques circulaires, le réemploi, la réparation, et peut-être aussi de renoncement qui serait nécessaire pour... Alors nous, on ne le modélise pas, hein, le renoncement, ce n'est pas dans nos hypothèses et dans les politiques qu'on modélise sur les plastiques. Mais voilà, je pense, une illustration intéressante de la problématique à laquelle on fait face. Merci beaucoup pour la clarté de cette présentation. Avant d'ouvrir l'échange avec vous, si je devais résumer de façon peut-être un peu grossière, le mur, il est là, on arrive dedans très vite. Finalement, le renoncement, la sobriété, on fait quoi? On ouvre quand même quelques portes, quelques fenêtres dans ce mur? Alors oui, bien sûr, et d'ailleurs dans les politiques qu'on modélise, il y a des taxes sur les matières premières. Évidemment, ce ne sont pas des instruments qui sont facilement mis en œuvre, parce qu'il faut, pour éviter les problèmes de compétitivité que Raphaël mentionnait aussi, il faudrait que ce soit des accords mondiaux et qu'ils soient mis en œuvre de façon mondiale, effectivement, par tous les pays, pour qu'il n'y ait pas de distorsion de la concurrence entre pays, en fait.
Mais on regarde également des mesures qui permettent de rallonger la durée de vie des produits contenant des plastiques et ce genre de méthodes et d'intervention publique. Et ça nous mène quand même assez loin parce que là, en tout cas pour les rejets de plastique dans l'environnement, on arrive quasiment à les éliminer dans un laps de temps relativement court. Mais effectivement avec des politiques extrêmement ambitieuses. Juste pour vous dire, la taxe sur les plastiques vierges qu'on applique est de 1 000 € la tonne au début de la période, donc on nous modélise à partir de 2022 ou 2023, et elle arrive à 2 000 € tonne en 2040. D'accord. Merci beaucoup. Je propose de prendre déjà les questions qui sont arrivées par SMS et puis ensuite on va prendre vos questions. Comment prenez-vous en compte les différentes méthodes de recyclage dans le calcul de l'empreinte de la matière recyclée ? Alors, je ne pourrais pas vous donner de détails parce que sur cet aspect-là, donc l'utilisation en gros de toute la littérature, analyse du cycle de vie. On a travaillé avec des scientifiques de l'université de Gand en Belgique qui nous ont produit ces données. Donc, on a travaillé parce que il n'y a pas beaucoup de données en fait, il n'y a pas beaucoup d'études sur lesquelles on peut se baser, mais ce sont des moyennes mondiales qui sont très certainement fausses, mais qui, parce qu'en fait, elles ont un biais pays développés, en fait, parce que c'est dans les pays en développement où on n'a souvent pas de données du tout. Mais voilà, on a utilisé ce qu'on considère étant les meilleures données possibles pour avoir des estimations aussi précises que possible, mais on sait très bien qu'elles ne sont pas précises. D'ailleurs, tous les travaux prospectifs ne sont jamais précis. Ce ne sont pas des prédictions, mais ce sont des projections et finalement des jeux, un jeu d'analyse en fait sur comment l'avenir pourrait à quoi pourrait ressembler l'avenir. On est sur de l'estimation. Oui, juste pour compléter effectivement ce point, Peter a complètement raison. On est sur des analyses de cycle de vie. Quand on parle d'émissions de gaz à effet de serre, on n'est pas sur la même quantification que la collecte d'un kilo de déchets. Un kilo de déchets, on sait que ça fait 1 kilo de déchets. Par contre, quand on parle d'émissions de gaz à effet de serre, il faut toujours intégrer une marge d'incertitude. Ouais. Et typiquement, sur la modélisation du recyclage et de l'impact évité, des impacts évités grâce au recyclage, on est sur, là aussi, des estimations avec plus ou moins de marge d'incertitude. L'enjeu, c'est d'avoir des données environnementales les plus à jour que possible. Donc régulièrement, nous finançons en direct ou avec des organismes de recherche, des scientifiques, la mise à jour de ces données pour être toujours au plus proche de la vérité. Il faut voir ça comme des données aussi qui servent avant tout d'aide à la décision, aide à la décision industrielle, d'aide à la décision politique, accompagner les pouvoirs publics dans les différentes réglementations ou lois sur le sujet. Merci beaucoup. Avez-vous des questions ? Il y en a ici, mais je suis certaine que vous en avez aussi, ou des commentaires. Et je vous propose, si on peut rallumer la salle, de lever la main pour qu'on vienne vers vous et qu'on vous écoute. Pour l'instant, je ne vois pas très bien. N'hésitez pas à vous manifester. Ça y est, la lumière est là. Oui, il y a une question. Le micro est juste derrière vous. On vous écoute. Oui, merci. Du coup, c'est Axel de France Nature Environnement. Et du coup, vos scénarios, ils mettent beaucoup en avant donc la question du recyclage. Notamment, vous avez mentionné le recyclage du plastique comme une solution vertueuse. Mais du coup, on ne parle pas du tout de l'impact du plastique sur la santé, puisque même recycler la bouteille en plastique et le plastique en contact alimentaire va avoir un impact sur la santé humaine. Et c'est vrai que du coup, c'est dommage parce que ces scénarios éludent un peu la question de la santé-environnement. Et voilà, je voulais savoir, est-ce que c'est des thématiques sur lesquelles vous travaillez et qu'il faudra envisager, donc particulièrement sur la question du plastique qui a un impact même recyclé ?
Merci. C'est une très bonne question. Malheureusement, on n'a pas pu tout faire en même temps. Mais on est tout à fait conscient qu'il y a un énorme sujet santé publique et substances chimiques sur les plastiques. Et on a prévu de développer des travaux là-dessus sur les 2 années à venir, en fait. Il faut savoir, ceci dit, que d'après ce qu'on en sait, ça va être très très difficile parce que là aussi, il y a un manque de données, en fait, qui est assez criant. Par exemple, l'OMS qui fait des études qui évaluent le burden of disease, je ne sais pas comment on traduit ça en français, mais là, en gros, le poids des maladies induites par les pollutions, oui. voilà, par les émissions, par de l'air, etc. Elle n'a pas fait ces travaux-là dont nous, on aurait besoin, en fait, pour avancer plus vite. Pour les plastiques encore. Donc il y a beaucoup de recherches en cours, mais voilà, je pense qu'on n'est pas encore exactement là où il faudrait pour qu'on puisse faire un travail très abouti sur la question. Donc, Merci pour cette question. Je ne sais pas s'il y en a une autre là tout de suite dans la salle. Sinon, je propose de lire cette question. Pourquoi, au regard des conclusions des travaux de l'OCDE, c'est pour Peter, les politiques publiques des grands États ne sont-elles pas plus volontaristes? Est-ce qu'on parle de frilosité des politiques ou de lobbying industriel, par exemple? Alors, oui, c'est une bonne question. Je pense que déjà, il y a une prise de conscience de nos gouvernements progressive sur la question. Je pense que avec notamment les négociations autour du traité mondial, voilà, il y a beaucoup d'attention maintenant focalisée sur la question des plastiques. C'était un petit peu moins le cas auparavant, même si c'est pas vrai pour l'Union européenne, ou qui est vraiment un petit peu en leaduse sur ces questions-là. Mais il y a une prise de conscience et je pense que, y compris des pays qui étaient plus frileux, comme les États-Unis notamment, ont déjà pas mal changé leur positionnement dans ces négociations au fil des 2 années de négociations qui sont maintenant derrière nous. Donc, c'est certainement vrai, les politiques actuelles ne sont pas suffisantes, et d'ailleurs on le montre dans nos modélisations. Ceci dit, il y a un groupe de la haute ambition, une coalition de la haute ambition dans le cadre des négociations qui regroupe à peu près 70 pays, la totalité des pays de l'Union européenne, plus un grand nombre de pays africains, latino-américains, asiatiques, etc. Et qui sont relativement d'accord pour mettre des politiques avec une très grande ambition. Donc c'est quand même c'est un bon tiers des pays membres des Nations Unies. Donc je pense que voilà, la tendance elle est bonne, mais évidemment il faut continuer à pousser et à convaincre. Petite question technique, l'étude mentionnée sur le plastique réalisée par l'OCDE est-elle publique? Oui, sur notre site. Tapez OCDE plastique sur un moteur de recherche et vous allez trouver. Merci. Y a-t-il dans la salle une question? Oui, on vous écoute. Merci. Au regard des projections mondiales sur la capacité de production de plastique, qui je crois est à peu près à 2 voire 3 fois plus importante à horizon 2050 ou 2060, si ma mémoire est bonne. Avez-vous commencé à réfléchir sur les éventuelles alternatives qui seraient d'origine biosourcée ou compostables, dans la mesure où effectivement les plastiques ont l'air d'être quand même relativement plébiscité au niveau mondial, même si heureusement l'Europe et sans doute les États-Unis commencent à travailler sur le sujet pour les réduire. Alors en effet, il est compliqué de remplacer les plastiques parce que c'est vraiment une
matière qui est extrêmement versatile, très peu chère. Néanmoins, il y a des alternatives, parfois, qui sont plus vertueuses. Dans certains cas, ça peut être des plastiques biosourcés ou compostables. D'ailleurs, ce n'est pas les mêmes, hein, forcément. C'est pas forcément les mêmes. Il peut y avoir des biosourcés non compostables, en fait, ouais, qui ont exactement les mêmes propriétés que les plastiques d'origine fossile. Et alors, les biosourcés et compostables, on n'a pas travaillé là-dessus dans notre dernier rapport, mais dans un rapport qui était les perspectives mondiales sur les plastiques qu'on a publié en 2022. Alors, ça va rester une partie très petite du marché, qu'on évalue entre 1 et 5%. Il y a des limitations quand même assez importantes. C'est-à-dire assez rapidement, avec les plastiques biosourcés, on va rentrer dans les mêmes problématiques avec les biocarburants. C'est-à-dire les changements d'usage des surfaces agricoles ou d'ailleurs des surfaces naturelles qui nous pend au nez si on voulait remplacer tous les plastiques fossiles par des plastiques biosourcés. Donc, pour les plastiques compostables, en tout cas, il y a des niches d'application très, très intéressantes et donc il faut les développer. Mais ça va rester dans des proportions sans doute relativement faibles par rapport à la taille du marché. Et donc, en fait, les efforts doivent surtout porter sur le remplacement des plastiques à usage unique, notamment. Donc, le réemploi, la consigne, des approches comme ça qui permettent en fait de garder les plastiques en usage beaucoup plus longtemps que ce qui est actuellement le cas. Et puis, là où c'est possible, d'utiliser des alternatives qui sont plus favorables à l'environnement. Mais il faut regarder de très très près avec des ACV pour en avoir le cœur net, parce que c'est pas évident. Comme on a pu voir d'ailleurs, lorsque les sacs plastiques jetables ont été remplacés souvent par des sacs papier. Au niveau de l'ACV, c'est pas dit, c'est pas certain que ce soit meilleur pour l'environnement, c'est juste qu'on change de catégorie d'impact. Merci beaucoup. Petite question technique, je crois que Raphaël voulait réagir après. Quelle différence entre les études de l'OCDE et les rapports du PNUD ou du PNUD? Je ne sais pas comment on dit. Je ne connais pas. Ah oui, pardon, bien sûr. Alors le PNUD, c'est le Programme des Nations Unies pour le développement. Évidemment. Je ne suis pas au courant d'études majeures du PNUD sur ce sujet. Après, il y a des études du PNUE, Programme des Nations Unies pour l'environnement, qui se basent en fait sur des travaux qui ont été réalisés par un cabinet de conseil qui s'appelle Systémique. On est en échange constant avec eux. Ils ont un modèle qui est différent du nôtre, mais avec lequel ils aboutissent quand même grosso modo aux mêmes conclusions que nous. Y compris d'ailleurs les ordres de grandeur des projections à l'horizon 2040 qu'on a dans notre rapport. Merci beaucoup. Raphaël, vous souhaitiez partager un point de vue? Alors oui, par rapport à la question, notamment sur la frilosité des pays pour mettre en place des mesures, oui. Je pense qu'il y a aussi un élément qui est important et qui vaut pour à peu près tous les pays, y compris le nôtre, c'est la temporalité. En fait, toutes ces actions d'économie circulaire, ces changements, qui sont quand même des changements profonds, demandent du temps. Ça a été, il me semble d'ailleurs, évoqué ce matin. Mais c'est vrai que la temporalité, souvent de l'action, elle n'est pas la même que la temporalité politique. Et de fait, une temporalité politique souvent plus courte ne permet pas vraiment d'être dans une action de long terme. Et j'ai envie de dire que cette temporalité, elle est aussi vraie pour nous en tant que consommateurs. Peut-être que consommer différemment, ça nécessite plus de temps.
être moins dans tout de suite avoir quelque chose, par exemple, de neuf, ça va beaucoup plus vite que de chercher ce qu'on veut vraiment d'occasion. Ou de réparer un bouton. Ou de réparer quelque chose, un bouton, un trou. C'est aussi la question de la temporalité d'un point de vue retour sur investissement pour le côté productif industriel, où typiquement de l'économie de la fonctionnalité va nécessiter des modèles économiques qui se basent sur des marges et des profits sur des échelles de temps beaucoup plus longues que du retour sur investissement très très rapide. Voilà, donc ça c'est, je pense, un point important. Il y a une question alors je ne sais pas si vous avez fait exprès, que vous n'avez pas relevé, qui me semble être aussi intéressante. Non, c'est que les deux se rejoignent. J'attendais pour les poser ensemble parce que non. Celle-là, il y en a sur d'autres. la décroissance. On l'a pas. Ah oui, c'est vrai, elle est partie. Il y a une question. Pardon. Non, mais elle était très intéressante. C'est juste que voilà le lien entre sobriété et décroissance. Et c'est vrai que est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Et c'est vrai que c'est quelque chose qui ressort assez rapidement quand on veut un peu dire ah bah non, on va pas faire ça parce que c'est de la décroissance. Est-ce que c'est de la décroissance que d'être sobre? Sobre, ça veut dire quoi? Ça veut dire répondre aux besoins, aux justes besoins, et pas aller forcément dans cette notion de suréquipement, de superflu qu'on veut nous vendre à tout prix. Et donc finalement, c'est pas aller contre la croissance, c'est juste avoir quelque chose de modéré. Et en termes de croissance économique, c'est certainement se baser sur d'autres formes de profit, d'autres niveaux de marge, et certainement pas de la décroissance. On continue à faire, par du serviciel par exemple, de l'activité économique. Donc vraiment, il faut décorréler les deux notions. Après, on peut aussi se poser la question, c'est est-ce que suivre comme seul indicateur le PIB est la bonne solution d'un point de vue notamment limite planétaire? En voilà une belle question. Deux questions qui sont très liées. Dans quelle mesure les travaux de l'ADEME et de l'OCDE inspirent-ils nos politiques publiques actuelles et futures? Auriez-vous des exemples de travaux? Et puis la suite, travaux qui auraient été réalisés par exemple il y a 10 ans et qui ont aujourd'hui été traduits dans des politiques nationales ou internationales. Pour être concret. Alors pour être concret, moi j'ai en tête quelques mesures effectivement qui ont été mises en œuvre suite à nos travaux et à des échanges aussi avec l'ensemble de l'écosystème. Ça a été évoqué, la feuille de route économie circulaire a été un bel endroit de concertation entre les différentes parties prenantes dans laquelle on a pu pousser des propositions. Dans ces propositions, on en trouve aujourd'hui concrètement appliquées. Je pense par exemple aux indices de réparabilité, qui était quand même une grande première mondiale d'afficher ce type d'information pour le consommateur. Donc voilà, c'est la première qui me vient en tête, mais il y en a certainement plein d'autres. Et c'est notre rôle aussi d'accompagner les pouvoirs publics, faire des propositions et les concrétiser après. Un exemple concret peut-être de l'OCDE? Un exemple concret. Alors, à l'OCDE, c'est un petit peu plus difficile parce qu'on plane un petit peu très haut quand même. Ouais. Et on travaille pour vous êtes dans le cloud, en fait. 38 pays membres. Mais il y a quand même un impact que parfois on est capable de voir et de mesurer. Juste un exemple. En fait, le concept de la REP a été plus ou moins inventé, ou en tout cas conceptualisé pour les décideurs politiques à l'OCDE il y a 30 ans environ. Ah oui. Et ce qu'on voit, c'est que cette politique est maintenant utilisée dans le monde entier, y compris au-delà des pays de l'OCDE, etc., qu'elle a eu un succès, on va dire, assez important. Un autre exemple, l'OCDE est l'endroit où le principe pollueur-payeur a été inventé, qui est maintenant devenu un principe de base de toutes les politiques environnementales, quasiment dans tous les pays du monde. Voilà, donc, par contre, on n'a peut-être pas 30 ans devant nous. Si jamais c'était il y a 30 ans, l'idée des REP. Non, tout à fait. On n'a plus tellement 30 ans devant nous. Mais j'aimerais, parce qu'il y avait aussi la question, mais est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut dire qui serait source d'espoir? Voilà, avez-vous un message porteur d'espoir pour les jeunes à l'heure où l'éco-anxiété est extrêmement présente? Pour les moins jeunes aussi, d'ailleurs, on peut prendre message d'espoir. Alors, je vais tenter d'apporter une réponse qui certainement ne sera pas satisfaisante.
Mais ce que je dis souvent, c'est que il est très très facile d'être cynique sur les politiques environnementales. Parce que pour diverses raisons, y compris celles évoquées par Raphaël, il y a une temporalité qui est compliquée dans le débat politique. Mais quand on regarde, en fait, beaucoup des politiques de l'environnement qu'on a mises en œuvre ces 30 dernières années ont été extrêmement efficaces. On se rebaigne dans la Seine. C'était complètement inimaginable il y a 30 ans, même si certains prétendaient que c'était possible de s'y baigner rapidement. Regardez la qualité de l'air. En fait, les critères de qualité de l'air qu'on mesurait à l'époque, parce que depuis on en mesure beaucoup plus, mais les particules, notamment de plus grand diamètre, ont quasiment disparu. On n'a plus le smog comme ça pouvait être le cas à Londres dans les années 50, qui était littéralement gris. Donc il y a quand même beaucoup d'aspects environnementaux qui se sont beaucoup améliorés. Le problème, c'est que aussi avec la connaissance, on en a découvert plein d'autres sur lesquels il faut encore agir. Les PFAS me viennent à l'esprit. Et donc on est toujours un petit peu dans une course de rattrapage, et évidemment ça donne mauvaise impression. Mais voilà, le point d'espoir, c'est quand on s'y met, on y arrive. Moi, je trouve qu'elle est plutôt satisfaisante, cette réponse. Vous aviez des doutes. On continue, Raphaël, peut-être que vous souhaitez vous emparer d'une des... Cette question aussi, je peux y répondre rapidement. Oui. Je pense, c'est vrai que là, ça paraît un peu, on peint un peu tout en noir, mais en réalité, c'est parce qu'aujourd'hui, on a conscience de ces impacts environnementaux, et je suis d'accord avec Peter, il y a encore d'autres sujets qui vont émerger. On ne va pas trop parler des PFAS, mais on pourrait en parler pendant 2 heures, au moins. Toutefois, c'est vrai que la société telle qu'on la dépeint avec ses objectifs de sobriété, c'est pas de la sobriété contrainte qu'on souhaite, c'est une sobriété heureuse quelque part. C'est d'avoir effectivement cette réponse aux justes besoins, de pouvoir continuer à disséminer en fait tous ces principes à l'ensemble de la population et de ne pas avoir des classes privilégiées par rapport à d'autres. C'est derrière une forme d'éducation aussi qu'on souhaite positive. Donc tout ça c'est important de l'avoir effectivement en tête et de positiver au maximum nos messages. Après il faut effectivement répondre quand même à des réelles problématiques et pas se voiler la face, ça c'est également important. Et tout à l'heure sur la question outils qui servent aux politiques publiques, il y en a un quand même que j'ai pas cité qui est important. C'est les bilans gaz à effet de serre aussi qui sont sortis de nos directions sur voilà, quelque chose aussi qui sert à mesurer et à mesurer correctement. En tout cas, une fois de plus, en termes d'aide à la décision et de faire des plans d'action derrière, ça me semble être essentiel. Merci beaucoup. Le temps tourne. Nous allons bientôt aborder la dernière ligne droite de cette édition des Assises des déchets. Peut-être une ou deux dernières questions. Est-ce que dans vos études, vous allez aussi sur l'économie régénérative avoir un impact positif ? On commence effectivement à regarder un peu le sujet avec quand même un maximum de prise de recul parce que cette définition aujourd'hui, elle est relativement floue. Moi, j'ai l'impression qu'elle peut être utilisée un peu à tort et à travers et qu'elle peut être source de greenwashing. Donc, vraiment, point de vigilance là-dessus, parce que comment être régénératif dès lors qu'on a une activité humaine, c'est pas super évident. La seule façon de ne pas impacter, c'est de ne pas avoir d'activité. N'importe quelle activité humaine a un impact. Donc de dire qu'en plus elle va être régénérative d'un point de vue environnemental, voilà, gros point de vigilance. Ok. Un petit mot sur les métiers et les compétences d'avenir à développer au regard des constats partagés aujourd'hui, constats actuels et enjeux futurs. À votre avis, on fait quoi demain ? On va travailler à l'OCDE ou à l'ADEME ? Il va falloir qu'on embauche pour ça. Dommage que la ministre soit pas là. J'aurais demandé des ETP pour ça. Trop tard. Je peux peut-être juste donner 2-3 éléments. On a regardé un petit peu
dans nos modélisations comment la structure de l'économie allait changer. Enfin, quel changement structurel au niveau macro on aurait si on mettait en œuvre des politiques économie circulaire. En fait, on a modélisé une réforme fiscale de type économie circulaire avec taxation des matières premières et puis des subventions pour les matières recyclées. Et donc, on aurait à ce moment-là moins d'emplois dans les industries extractives, plus d'emplois dans la gestion des déchets, le recyclage, mais aussi la réparation et la réutilisation. Voilà, avec peut-être un bémol qui est que tendanciellement, ce seraient des emplois moins bien payés, moins bien rémunérés, ceux qui seraient créés seraient moins bien rémunérés que ceux qui seraient sans doute détruits. Voilà. Un point intéressant. Donc effectivement, on a à peu près le même type de réflexion, hein. C'est une évolution des emplois actuels. Certainement, on l'a vu dans le domaine des déchets, dans les emplois qui évoluent. Hein. À l'époque, il y a pas si longtemps que ça, les centres de tri, c'était beaucoup des centres de tri avec beaucoup d'opérateurs, c'était du manuel. Bon, il y a de moins en moins d'opérateurs manuels, et du coup, ça veut dire une requalification. Peut-être aussi plus justement de travail qualifié. Donc on monte un peu en expertise, en compétences. Idem sur la réparation. Votre lave-vaisselle connecté sera peut-être plus compliqué à réparer. Et donc ça va demander peut-être d'autres compétences. Donc ça veut dire aussi former, notamment sur ce type de métier. Avec peut-être aussi des questions autour du temps de travail qui pourrait être aussi modifié par cet ensemble qui est une évolution globale de la société, quoi. Évolution globale de la société. J'ai envie de terminer sur ces quelques mots qui peut-être tirent un fil et je l'envoie vers Thierry pour les prochaines assises. En tout cas, je vous propose de remercier très chaleureusement Peter Borquet et Raphaël Guastavi. Merci beaucoup à tous les deux. Bravo pour cet échange.